Bon, bonjour à tous. Vous êtes venus en grand nombre pour voir les informations pertinentes à savoir à l'UDEM par Alexandre Paquette. Donc, je vais commencer. Il va y avoir trois grosses catégories. Premièrement, il y a les services en démographie. Je vais parler du site internet majoritairement. Il y a aussi les services de l'UDEM en gros, comme les services un peu extérieurs, puis aussi les services technologiques. Donc, premièrement, il y a, comme si vous ne le savez pas, il y a un site internet de démographie qui il y a plein d'informations pertinentes à avoir accès. Donc, on va y aller. Dites-le moi si vous voyez pas. Ok, je pense que vous voyez encore. Ok, donc, quand vous arrivez sur le site internet, vous pouvez avoir accès à plein de choses, dont les programmes. Donc, si vous êtes en baccalauréat en démographie statistique, c'est là. Si vous êtes en bac-cap, c'est là. Si vous êtes en majeur, c'est là. Et si vous êtes en mineur, c'est pas mal tout là. Donc, plus particulièrement, mettons qu'on va dans celui de Démostat. L'affaire qui est vraiment intéressante de savoir, c'est qu'il y a déjà un squelette de construit quand vous commencez l'université. Donc, des fois, ça peut être dur de choisir ses cours. Des fois, ça peut être mélangeant, on ne sait pas trop quoi choisir. Donc, il y a un beau petit document qui est déjà tout préparé. Des étudiants admis en automne, il y en a un qui est fait pour ceux qui sont admis en hiver. Donc, ici, c'est le petit schéma des cours que vous devez faire en ordre pour bien faire un bac, disons, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre, mais si vous êtes vraiment comme mélangé, vous pouvez le suivre. Moi, je l'ai suivi, puis tout est bien allé. Donc, c'est une ressource qui est nécessaire, ben, qui est disponible si vous êtes un peu mélangé avec votre choix de cours. Donc, ce schéma-là, il est disponible pour chaque programme. Si on retourne en arrière, ben, on va juste aller voir, mettons, le nouveau backup. Il y a la majeure, donc vous pouvez ici cliquer sur la majeure et si vous voulez voir toutes les autres mineurs qui sont disponibles, vous pouvez aller là. Donc on va juste aller voir la majeure en démo parce que c'est pas mal ça que le principal programme maintenant en démo. Donc si on va encore dans cheminement type, on voit que le même squelette est là, donc vous pouvez le suivre comme vous voulez, mais c'est là si vous êtes un peu mélangé avec vos choix de cours. Donc c'est pas mal ça que je voulais vous montrer par rapport au choix de cours, ou sinon si vous voulez vraiment voir les cours qui sont disponibles, vous pouvez juste aller sur Admission UMontréal pour voir vraiment tous les cours, les descriptions, c'est quand qu'ils se donnent, etc. Donc si vous voulez voir ça, c'est sur le site internet. Donc, je vais retourner vers l'arrière. Deuxième chose que je voulais montrer, c'est le répertoire du département. Donc, si, mettons, il y a des professeurs, déjà les professeurs ont montré un peu les intérêts de recherche avec les séminaires, mais si vous voulez vraiment voir une description de pour toutes les profs, vous pouvez aller là, il y a toutes les profs qui sont là, leur courriel, leur sujet d'étude, etc. Donc, vous pouvez juste aller voir. Il y en a qui sont retraités, il y en a qui sont encore là, mais qui n'enseignent plus. Donc, vous pouvez voir un peu les professeurs qui sont encore en fonction ou pas dans le département. Et il y a aussi les chargés de cours, etc. Un autre truc que je voulais montrer, c'est je pense que c'est soutien financier. Il y a des bourses qui sont disponibles pour les étudiants. Des fois, les critères sont assez spécifiques pour certaines bourses, comme par exemple avoir comme ici, pour les premiers cycles, prix d'excellence, ben, l'étudiant n'a pas rempli notre formulaire, donc si vous êtes vraiment fort dans vos cours et que vous avez une haute moyenne, vous pouvez être éligible à des prix d'excellence, tout ça, des bourses comme ça. Il y a des fois que vous devez appliquer à certaines bourses pour pouvoir y entrer, mais il y a des bourses que vous êtes rentré automatiquement. C'est juste, il faut vraiment que vous vous démarquiez du lot. Donc ça, c'est toutes les bourses de premier cycle. Mais la plupart du temps, c'est les bourses de deuxième cycle qui sont deuxième et troisième cycle qui sont plus populaires, disons, parce que c'est là qu'on rentre en maîtrise, on rédige un mémoire de maîtrise ou on fait un stage. Donc c'est pas mal les deuxième, troisième cycles qui peuvent bénéficier beaucoup plus de bourses. Donc première bourse qui est pertinente à savoir, c'est bourse de présentation du projet de mémoire. Donc ça, c'est assez spécifique. Si, mettons, vous avez commencé votre maîtrise et que vous avez fait votre dépôt de sujet de mémoire avant la fin du deuxième trimestre
de scolarité. Aussi, vous avez remis votre sujet de travail dirigé avant la fin du troisième trimestre. Vous pouvez être éligible à recevoir une bourse de 1000 $. Je ne sais pas si elle est garantie. Ça, je suis présentement dans le truc parce que moi, c'est ma troisième trimestre de travail dirigé. Donc, je rédige un peu le sujet de mon travail dirigé. Donc, je vais le remettre bientôt. Donc, je ne sais pas si c'est tous les étudiants qui recevront 1000 $, mais selon moi, je pense que c'est tous les étudiants, mais je ne suis pas sûr. Et à cause de la COVID, ce petit règlement-là a changé. Fait qu'au lieu d'être la fin du deuxième trimestre pour ceux qui sont en maîtrise avec mémoire, c'est le troisième trimestre. C'est ceux qui ont fait un stage, puis là, il faut qu'ils rédigent leur travail dirigé. C'est le quatrième trimestre. Donc, comptez votre trimestre comme le premier, c'est souvent des cours. Le deuxième, c'est encore des cours. Moi, personnellement, j'ai fait mon stage l'été, fait que j'avais comme la session d'automne, d'hiver et l'été, fait que j'ai 3 sessions. Fait que là, si je remets mon travail dirigé avant le début de l'hiver, je suis éligible à la bourse. Donc, et pour ceux qui écrivent un mémoire, ben, vous commencez à écrire votre mémoire en même temps des cours, donc vous avez une session de moins pour remettre ça. Donc ça, c'est vraiment important quand vous êtes à la maîtrise de savoir l'existence de cette bourse-là. Pour les autres bourses, souvent c'est juste comme des trucs vraiment plus spécifiques, comme des étudiants qui ont eu les meilleures cotes Z, si votre sujet de mémoire ou de travail dirigé est en relation avec un certain sujet, vous pouvez recevoir plein de bourses comme ça. Mais cette année, il y a une nouvelle bourse qui s'est créée, c'est la bourse Jacques Légaré et Gisèle Graton. Ça, c'est, encore une fois, il y a des critères à respecter. En gros, il faut juste avoir un bon dossier académique, il faut être en rédaction au moment de la remise de bourse, il faut être inscrit dans un programme de deuxième ou troisième cycle, et avoir l'objet d'étude, un des domaines de spécialisation cités précédemment. Donc ça, c'est les 3 sujets, c'est il faut utiliser la base de données du registre de population Québec ancien. Il faut que notre sujet soit en rapport avec la démographie du vieillissement de la population québécoise. Et le troisième, c'est genre toute autre recherche ou activité liée à la démographie canadienne. Donc ça, selon moi, c'est vraiment large comme bourse. En plus, le montant est assez élevé. Donc, si vous êtes en rédaction, quelque chose du genre, vous pouvez appliquer à cette bourse-là, vu que les 3 points sont assez larges, selon moi. Donc, pas mal tout le monde pourrait être éligible tant que ça touche la démographie canadienne et québécoise. Et si vous avez plus, comme Jacques Légaré, c'est vraiment fans du vieillissement de la population, les personnes âgées et tout ça. Donc, si votre sujet est par rapport à ça, vous avez de grandes chances de gagner cette bourse-là. Donc, c'est pas mal toutes les bourses que la date limite, c'est le 27 septembre. Donc, grouillez-vous pour remettre votre candidature. Donc, c'est pas mal les bourses que je voulais montrer. Il y en a plein d'autres que vous pouvez visiter à cette adresse-là. Je vais partager mon PowerPoint sur Facebook ou quelque part pour que vous ayez accès à tous ces liens-là. Donc, est-ce que je voulais montrer quelque chose d'autre dans le département? Si vous voulez visiter le département, le site internet du département, vous pouvez, mais c'était pas mal les points que je voulais vous montrer. Donc, on retourne à la présentation. Donc, c'est pas mal ça le site internet de démographie que je voulais montrer. Donc, deuxième point. En démographie, il y a l'affaire qu'on appelle l'ADQ. C'est l'Association des démographes du Québec. En gros, ça, c'est comme on est tous des démographes étudiants quand on est à l'Université de Montréal, mais il y en a qui ont gradué. Donc l'ADQ regroupe tous les démographes du Québec, en gros. Et si vous êtes abonné à l'ADQ, vous avez accès aux échos. Donc ça, c'est comme des journaux de nouvelles qui se passent en démographie. Vous le recevez par courriel. Vous pouvez le lire comme vous voulez. Il y a plein d'informations pertinentes par rapport à ce qui se passe partout en démographie. Deuxièmement, il y a le droit de vote à l'AG. Oui, parce que l'ADQ, c'est comme un peu l'association étudiante. Il y a une AG qui se tient à chaque année pour élire un nouvel exécutif qui va gérer l'ADQ. Donc, quand vous êtes membre de l'ADQ, vous avez le droit de vote à l'AG et vous avez le droit de vous présenter. Si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas le droit de vote et vous ne pouvez pas vous présenter. Donc, si ça vous intéresse de faire partie de l'ADQ, comme un des dirigeants de l'ADQ, vous pouvez être membre et vous avez le droit d'aller à l'AG. Troisièmement, il y a le droit de participation au colloque de l'ADQ. Ça, c'est à chaque année. Ils font comme
2 ou 3 jours que c'est juste des présentations de plein de personnes intelligentes en démographie sur leur sujet de recherche, sur ce qu'ils sont en train de travailler présentement, sur ce qui s'est passé dans le monde de la démographie. Donc c'est vraiment très intéressant. À cause de la COVID, ce colloque-là a eu lieu en ligne. Donc c'était sur Zoom tout le long. Donc avoir le colloque en Zoom a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que partout à travers le monde, les personnes avaient accès au colloque, mais si c'est en présentiel, ben, il faut que les personnes se déplacent. Donc, genre, je recommande fortement d'y participer. C'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe en démographie et que peut-être vous allez voir un professeur qui a les mêmes intérêts en démographie que vous et qui pourrait vous accrocher. Donc, mais le quatrième point, c'est qu'il y a un abonnement payant et gratuit pour les premières années. Si vous ne le savez pas, quand vous êtes en première année en démographie, quand c'est vos 2 premières sessions, vous êtes abonné automatiquement à l'ADQ. Donc, vous n'avez pas besoin de rien faire. Mais dès la 2e année, là, il faut payer un montant pour rester membre de l'ADQ. C'est un peu le même type de montant que pour être membre de votre association étudiante en démographie. Parce que ben, vous le savez que dans votre facture universitaire, il y a une petite partie qui est liée à payer pour financer l'asso étudiante. Donc c'est un peu le même principe pour l'ADQ. Le montant, c'est comme vraiment pas cher, c'est genre 10$. Mais ça, c'est pour les étudiants. Mais quand vous êtes plus étudiant, le prix est un peu plus élevé, genre 80$, quelque chose de genre. Mais si vous êtes plus étudiant, vous devez faire des bons salaires. Puis aussi, ils ont un site internet que vous pouvez visiter. C'est démographeqc.org, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas accès au site internet, donc je vais vous épargner d'avoir une page qui dit page non trouvée. Peut-être que c'est une autre adresse courriel, une autre adresse web, je sais pas, mais j'ai pas accès à ça présentement. Donc, deuxième partie de la présentation, c'est les services UDEM. Donc, le César, Centre d'étudiants de soutien à la réussite. Donc là, il va y avoir pas mal de liens. Donc, premièrement, il y a le Carrefour SAE. Ça va sur l'autre page, évidemment. OK. Donc là, vous pouvez avoir accès à tous les événements qui se passent à l'Université de Montréal. Donc, j'ai pas été souvent sur ce site-là, mais il y a plein d'informations sur comment faire plusieurs trucs, comme comment adapter son CV, apprendre à vivre avec le stress, bien manger. En fond, tous des trucs pour être un bon étudiant, en gros. Il y a aussi plein d'activités comme des cercles de partage, des ciné-causeries, mais c'est un service qui est offert à l'université que pas beaucoup de personnes connaissent, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais ça peut être très utile, surtout si ça va pas très bien, vous pouvez parler à quelqu'un pour que ça va un peu mieux pour vous. Donc je vais retourner à la présentation. Deuxièmement, recherche d'emploi, ça c'est une autre partie que la session passée je jouais avec parce que j'avais fait une petite place dans Gather Town pour les emplois offerts. Donc j'avais préparé, je recevais comme des notifications du César pour les emplois qui étaient disponibles. Donc si on clique sur ça, c'est ouvert sur l'autre page. Donc ici, vous pouvez juste voir tous les emplois qui sont disponibles. Donc si vous êtes à la recherche d'emploi, comme juste faire des recherches sur le César, ça peut être utile. Donc vous pouvez faire un statut d'emploi à l'été, type d'emploi à temps plein, vous êtes à quel cycle, mettons maîtrise ou bac, je sais pas. Candidat recherché étudiant, puis là vous faites juste chercher, puis là ça vous affiche les postes qui sont offerts pour ce... Là, il n'y en a aucune, mais si vous baissez un peu les critères, ben, vous allez recevoir des offres, par exemple. Comme là, il y en a 14. Fait que vous regardez ça, vous pouvez appliquer à certains postes si vous le désirez, si vous cherchez des emplois. Ça peut être un bon moyen de renchérir son CV avec des postes qui sont peut-être un peu plus en lien avec la démographie ou de la gestion de données. Ça peut être une bonne solution. Donc, troisièmement, il y a l'InfoCovid. Ça, c'est, disons, le nouvel truc de l'année. Si vous ne savez pas c'est quoi qui est interdit, c'est quoi qui est permis à l'université, ça, c'est une page que l'UDEM gère, qui est mise à jour continuellement. Donc, vous pouvez vraiment vous renseigner sur les mesures prises que vous devez prendre à l'université, en classe, comme ici. On a reçu un courriel récemment sur les pressions sur les mesures sanitaires en classe, pour les étudiants internationaux.
Si vous recevez pas les courriels des mises à jour de COVID, ben, vous pouvez juste y aller sur ce site-là et tout est vraiment disponible pour vraiment comprendre comment vivre à l'université avec le COVID. Donc, c'est pas mal ça que je voulais parler sur ça. Quatrièmement, ça va aller, c'est une campagne pour la santé mentale. Donc, si ça va pas bien, c'est quelque chose à aller voir. Je vais pas vous juger, mais vous êtes pas obligé de m'en parler non plus. Mais c'est une place vraiment comme vous pouvez appeler des spécialistes de l'université en santé mentale et ils vont vous aider. Mais vous pouvez aussi participer aux petites activités pour parler à des amis et avoir du plaisir. Ça peut être une autre solution. Mais c'est un service qui est vraiment disponible à l'université. Ok, quatrièmement, le programme Mieux-être. Donc c'est une autre ressource que vous pouvez aussi utiliser pour ressources en santé mentale. Donc c'est sans frais, ça c'est vraiment intéressant, 24 heures sur 24 avec un numéro de téléphone. Et vous pouvez regarder encore plus par rapport à ça. Bon, je pense que c'est... Ok, dernièrement, le Sepsum. Donc, je sais pas si vous êtes déjà allé au Sepsum, mais ils ont une page internet. Et ça, c'est très intéressant si vous voulez faire du sport. Donc, ça, c'est la page pour les avantages étudiants. Donc, c'est quoi qu'un étudiant ou étudiante peut faire au Sepsum. Donc, si vous ne le savez pas, ben, il y a des séances de... On peut réserver des terrains de badminton. Pour jouer au badminton, c'est gratuit, il faut juste le réserver. Et je pense qu'il y a plusieurs sports de raquettes qui sont aussi gratuits. Donc, vous pouvez visiter ça. Et si vous voulez aussi jouer à un autre sport que des jeux de raquettes, ben, comme le volleyball, j'avais organisé des séances de volleyball quand il n'y avait pas la COVID. C'était très le fun. Donc, si vous voulez voir c'est quoi le Sepsum, c'est comme juste le centre d'éducation physique de l'Université de Montréal. Donc, si vous êtes étudiant, ben, essayez de le visiter au moins une fois. Il y a plein d'avantages à y aller et surtout que quand on est rendu adulte, on fait plus tellement de sport. Dans mon cas, j'en faisais plus beaucoup. Fait que aller au Sepsum, des fois, ça rend un peu plus en forme. Juste faire de l'activité de la semaine, ça l'aide pour le cardio et le moral. Bon, fait que maintenant, finalement, pour les services technologiques, premièrement, il y a Zotero. Zotero, c'est vraiment intéressant pour classer les fichiers. Si vous avez plein de documents dans un cours que vous avez à lire, au lieu de toutes les mettre pêle-mêle dans vos fichiers, et vous savez pas si vous retrouvez, vous savez pas où est-ce que j'ai pris cette lecture-là, puis vous recherchez tous vos dossiers, mais Zotero, c'est le moyen de vraiment classer toutes vos choses selon les catégories que vous voulez. Donc, avec Zotero, vous pouvez juste mettre un article, mettons, écrire un résumé à côté, et vous avez juste à mettre votre curseur sur le dossier, sur le fichier, et vous allez voir c'est quoi le résumé de cet article-là. Donc, vous allez pouvoir retrouver vos articles beaucoup plus facilement. Ça, c'est vraiment utile pour, mettons, la maîtrise, parce qu'en maîtrise, on lit beaucoup de choses. Mais il y a des cours aussi au bac que ça nécessite beaucoup de lecture. Donc, Zotero peut être un outil à utiliser. Je pense que dans certains de vos cours, ils vont vous en parler parce que c'est un outil vraiment intéressant. Donc, regardez ça, c'est juste Zotero écrit comme ça. Deuxièmement, il y a la bibliothèque. Encore une fois, vous allez avoir une personne qui va aller parler de la bibliothèque. Donc, je vais juste parler ça brièvement parce qu'il va y avoir sûrement une personne qui va aller vous en parler plus en détail. Donc ici, vous pouvez juste avoir accès à plein de registres d'articles, de mémoires, etc. que vous pouvez lire. Si vous cherchez des articles, sont tous là. Vous pouvez aussi en louer à la bibliothèque, mais je ne sais pas, avec la COVID, c'est comment ça règle les commandes de livres externes. Mais vous pouvez, j'imagine, le voir dans FAQ Coronavirus. Sûrement, c'est des questions par rapport à qu'est-ce que je fais par rapport au COVID. Donc, vous pouvez le visiter, mais il va y avoir plutôt une personne qui va être désignée pour vraiment aller vous le présenter en classe. Donc, troisièmement, il y a la Logitech Udemy. Si vous ne le savez pas, il y a des trucs qui sont disponibles si vous avez des problèmes technologiques.
Donc, comme la sécurité, si vous savez pas trop comment ça fonctionne, ces trucs-là, vous pouvez aller sur le site du soutien technologique. Il y a aussi plein de choses qui sont intéressantes ici que je vais parler ici. Je pense que c'est juste. Ouais. Il y a des logiciels gratuits. Si vous ne le savez pas, ben, vous pouvez télécharger des logiciels que normalement vous auriez payé pour les avoir. Donc ici, il y a une liste plein de logiciels. Comme je sais, ArcGIS, j'imagine qu'il y a des cours qui utilisent ça. Je sais pas trop c'est quoi les cours qui utilisent ça, mais j'en ai entendu parler. Adobe Acrobat Pro, Mathematica, MATLAB. Il y a aussi SAS version 9.4 parce que SAS souvent c'est payant. Ben, c'est une licence payante, SPSS. Donc vous allez touche si vous voulez. Mais ça c'est tous des logiciels gratuits qui sont disponibles à l'université, dans la Logitech. Ils sont tous là. Donc, prochain, le VPN. Le VPN, c'est assez important, surtout, par exemple, que vous commencez à travailler pour l'Université de Montréal. Parfois, vous avez besoin de vous connecter au VPN pour avoir accès à certaines informations, comme votre paye, comme en tant qu'employé, etc. Mais aussi, des fois, il va vous demander le VPN pour changer certains trucs. Donc, savoir comment vous connecter au VPN, c'est très utile. Donc là, je suis connecté à mon compte. Je sais pas s'il y a des infos que vous ne devriez pas voir, mais c'est pas grave. Mais c'est tout. Je me suis connecté à mon compte VPN et là, j'ai accès à plein de choses. Donc, pour avoir accès à ça, c'est Pulse. C'est comme une petite application que vous téléchargez. Après ça, vous cliquez sur Pulse, puis là, vous allez pouvoir vous connecter au VPN. Donc, c'est vraiment utile à savoir ça. Donc, okay. Finalement, je pense que c'est l'avant-dernier, le code d'accès UNIP. Quand vous allez commencer l'université, vous allez avoir un petit code d'accès comme le P avec genre 6 ou 7 nombres après, là. P 1, 1, 3, 4, 6, 8, 4. Puis vous allez avoir un mot de passe. Le UNIP, c'est le mot de passe. Vous devez le changer à chaque 4 mois-ish. Donc, si vous n'arrêtez pas d'avoir des notifications comme changer votre mot de passe, changer votre mot de passe, ben, c'est parce qu'il faut le changer à chaque 4 mois. Ou proche de 4 mois. Donc, un petit conseil, si vous avez un mot de passe au lieu de créer un nouveau mot de passe à chaque fois, essayez juste de faire une légère variation de votre mot de passe actuel pour mieux vous en souvenir. Parce que vous allez changer souvent, puis souvent vous allez vous dire c'est quoi déjà mon UNIP, je l'ai changé il y a 4 mois, je pensais que c'était celui de 4 mois, mais ça peut être mélangé un peu. Donc si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, ben, c'est sur le site wiki.umontréal. Donc vous allez ils expliquent tout par rapport au UNEP, c'est le mot de passe, comment obtenir un UNEP d'employé, UNEP, question de vérification, etc. Donc plus des trucs technologiques là. Qu'est-ce qui arrive si j'ai perdu mon UNEP, un truc du genre. L'avant-dernier, comment payer sa facture universitaire, parce que si vous ne l'avez pas déjà payé, la date limite c'est comme en octobre, quelque chose comme le 10 octobre, pour payer sa facture universitaire. Donc, je sais pas si c'est vraiment intuitif pour vous, mais pour moi, ça ne l'était pas. Pour payer sa facture universitaire, il ne faut pas tout simplement aller sur le centre étudiant, payer la facture, puis que tout ça est réglé en 3 secondes. Il faut plutôt aller sur votre site internet d'institution financière. Puis après ça, vous devez comme porter un transfert à l'université en mettant votre code étudiant. Mais c'est ça, sur ce site-là, il vous explique comment payer la facture. Donc, comment procéder au paiement. Il vous dit sélectionner, ajouter un fournisseur. Ça, c'est sur l'institution bancaire. Après ça, sélectionner Université de Montréal, droit de scolarité, frais de scolarité, tuition. Indiquer le matricule étudiant, parce qu'il faut qu'il sache c'est qui paye. Et voici toutes les institutions financières qui sont utilisées pour pouvoir payer sa facture. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, ben, essayez de la payer avant d'avoir des frais, parce que si vous ne la payez pas à temps, ben, il peut y avoir des conséquences. Je ne sais pas trop c'est quoi les conséquences, parce que j'ai jamais vraiment vécu cette expérience-là. Mais j'imagine qu'il va y avoir des intérêts, et que ça va vous désinscrire de certains cours. Donc essayez de ne pas trop jouer avec ça. Faites juste payer votre facture à temps. Donc c'est ici pour les payer.
Donc, finalement, je pense que c'est le dernier point. Comment accéder au relevé de notes. Parce que vous allez voir que quand vous allez finir une session, avoir votre relevé de notes, c'est comme la priorité numéro un. Vous voulez voir si vous avez passé un cours ou à quel point vous avez passé un cours. Est-ce que vous avez eu B+, A+. Donc, avoir accès au relevé de notes, c'est vraiment le fun à faire. Donc, c'est pour ça que ici j'ai mis le site pour vraiment voir les dates où ce que le relevé de notes va être disponible sur le centre étudiant. Donc, ici, il y a toutes les... Donc, je m'imagine que si, mettons, l'été, mettons après l'automne, ben, la date limite pour que votre relevé de notes soit accessible, c'est le 27 janvier. Donc, si, mettons, vous voulez voir vos notes, ben, du relevé de notes, parce que des fois, les profs mettent les notes directement dans le centre étudiant, mais pas comme dans le relevé de notes. Le relevé de notes, c'est vraiment plus officiel. C'est le document que vous allez donner comme à pas mal tous les employeurs qui vont demander un relevé de notes. Donc, c'est comme le 27 janvier pour l'automne 2021. Et après la session d'hiver, ça va être comme en mai que ça va sortir. Donc, ça prend pas mal de temps, malheureusement, avant que ça sorte, mais il faut attendre. Donc, c'est pas mal de ça que je voulais tout parler. Je sais qu'il y a sûrement plein d'autres informations que j'ai pas rajoutées parce que j'essayais de me souvenir de tout ce que je m'étais questionné au cours de mon parcours universitaire. C'est quoi que j'avais eu de la misère, c'était les ressources que je trouvais vraiment pertinentes à partager aux autres. Donc là, je vais vous poser la question. Quelle information auriez-vous aimé savoir quand vous avez commencé l'université?